Bienvenue dans le podcast À cœur et à corps, un podcast à la découverte de notre pouvoir personnel. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui anime en fait tout ce que j'offre en ce moment, et ma grande mission pour le monde, c'est passer du rêve à la réalité. Parce que je fais partie de ces gens qui croient profondément que c'est possible. Et il y a plein de monde sur cette terre qui incarne cela, qui prouve que c'est possible. Et moi-même, j'ai vécu à plusieurs reprises des rêves qui se sont réalisés et je compte en faire encore plein. Et d'ailleurs, chaque fois qu'on réalise un rêve, on est prêt pour le suivant. Tant que le premier rêve n'est pas réalisé, eh bien évidemment, on doute encore plus et on stagne dans les choses qu'on connaît. Mais pour vous parler de ça, comment un rêve se réalise, j'ai d'abord envie de vous parler d'où je viens, de la mentalité qui est autour de moi, qui est tout de suite évidemment reliée à qui je suis, et puis surtout pour que vous puissiez faire un lien avec votre réalité à vous et d'où vous venez. Donc moi, il faut savoir que je suis belge, je suis dans un petit pays où la mentalité belge, je ne dis pas que tous les Belges sont comme ça, et heureusement d'ailleurs, mais la mentalité belge, c'est un pays où les gens sont très humbles, on est patient, on est courtois, il n'y a pas vraiment de patriotisme, on aime la vie simple, on n'est pas dans la mentalité américaine où on y va, succès, on crée de l'argent et on est fier de ça. Au contraire, il y a même quelque chose d'un peu retenu par rapport à ceux qui réussissent, il y a un jugement, il y a parfois de la honte, et il n'y a pas une fierté de qui nous sommes, parce qu'en fait, on ne connaît même pas notre histoire, il y en a qui ne savent même pas qui est le Premier ministre en Belgique, on est plus en train d'écouter les médias français que les nôtres, et donc ça prouve bien notre relation à notre identité personnelle, à notre fierté. On peut voir évidemment que en France, il y a déjà cette fierté de la langue, le pays porte la langue, il y a la gastronomie, il y a le président français, il y a quelque chose comme ça de plus noble, de cette fierté du pays que nous ne portons pas spécialement en Belgique. Ou la façon dont nous, on aime notre pays, c'est justement, on est des sympas, des petits rigolos, on aime la bière, on aime le chocolat. On minimise un petit peu les choses. Et donc, quand on vient d'un pays comme ça, c'est plus difficile de dépasser justement ce conditionnement dans lequel on baigne. Parce que d'avoir des grandes ambitions en Belgique, c'est pas aussi bien vu, comme je disais, qu'aux États-Unis. Mais donc, moi, avec mon caractère, à force d'être sympa, de me contenter des petites choses et de ne pas être attaché à des grandes valeurs, de grands noms, de grands rêves, on finit par se contenter de peu. Et j'ai fait ça longtemps. Alors que mon âme, quand j'écoute vraiment, elle a envie de s'expandre. Elle a envie de vivre des grandes choses, des grandes expériences. Et donc, valider cette valeur que j'ai en moi, que réaliser mes rêves, j'ai le droit en fait, même si je suis une petite Belge, c'est pas que les rêves américains à la télé en fait. On a tous ceux qui se donnent le droit ont le droit en fait. Et ça a été tout un processus pour moi de changer cela et de me dire, à partir de maintenant, si je veux, je crée et je le fais. Et qu'est-ce qui se passe quand on réalise ses rêves? C'est qu'on est amené à se dépasser. Qu'on a un mouvement de cœur qui voudrait quelque chose, et tout d'un coup, ça nous met dans un endroit qui est insécure, qu'on ne connaît pas, et où on n'a aucune garantie que ça va se réaliser. Mais c'est la foi et cette niaque qui fait qu'on continue, et c'est comme ça
que j'ai réalisé mon rêve de devenir danseuse. C'est comme ça que je suis rentrée dans une compagnie internationale où j'ai fait le tour du monde. C'est comme ça que j'ai ouvert ma compagnie. C'est comme ça que j'ai ouvert mon agence artistique. C'est comme ça que j'ai ouvert un centre de formation à orientation anthroposophique. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je m'autorise à être coach. C'est comme ça que j'ai décidé d'être maman. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir un couple avec un partenaire qui vient d'un autre pays. C'est en m'autorisant des choses plus grandes que je n'ai pas connues autour de moi. Je n'ai pas eu de preuve directement que c'était possible. J'ai dû trouver cette force en moi. Et donc c'est avec cette conviction que le rêve est possible que j'accompagne les gens aujourd'hui. Parce que je tiens cette fréquence-là et je ne la lâcherai pas. Et c'est important de comprendre que le monde dans lequel on baigne nous influence et nous impacte directement. Et c'est pour ça que j'ai été me coller à des personnes qui ont une autre mentalité, à des coachs qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique, parce qu'ils ont d'autres vibrations et j'ai été chercher quelque chose que je n'ai pas ici. Ça ne veut pas dire que j'aime tout de là-bas, mais en tout cas, j'ai dû aller chercher des fréquences qui sont plus dans l'action, la volonté, pour pouvoir avoir quelque chose qui ressemble plus à qui je suis. Je ne dis pas que ça convient à tout le monde, mais en tout cas, pour moi, pour réaliser mes rêves, j'ai pas de temps à perdre, j'ai une rage dans le ventre, j'ai une urgence de vivre, j'ai une gourmandise de la vie et j'ai envie de l'assumer en fait. J'ai pas envie d'avoir honte de ça. Et je lisais un article l'autre jour sur la culture du management aux États-Unis. Et c'est là que je dis, oh my God, on est vraiment loin, en tout cas de ce que je connais ou de ce que j'ai vécu. Je dis pas que les mentalités sont pas en train de changer, le monde est en train de changer, le monde se réveille, donc c'est possible que vous dites, ah ben non, chez moi au boulot c'est comme ça, et tant mieux. Mais c'est pas quelque chose que moi j'ai connu dans mon expérience jusqu'ici. Eux, il y a des points fondamentaux dans la manière de gérer une entreprise, un projet. Vous pouvez mettre ça comme un objectif, un rêve, un projet, une entreprise. C'est la culture du feedback. Le feedback, c'est nourrir en retour l'autre. Moi, dans tous les projets que j'ai faits, c'était toujours ce qui n'allait pas. On allait toujours me dire ce qui n'allait pas. Dans tout mon milieu artistique, c'est jamais assez bien. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas dire ce qui ne va pas, parce qu'il faut progresser, c'est important de voir ses défis, mais c'est tellement important de voir aussi ce qui va bien. Sinon, il y a quelque chose de déprimant, on a l'impression d'être jamais assez, d'être jamais bon. Alors oui, ça peut aussi être un moteur, mais ça peut aussi être destructeur. Donc, ça permet de donner un bon feedback, et un feedback, on va dire, correct, c'est et le positif et le négatif. Je n'ai même pas envie d'appeler ça le négatif, c'est et les forces et les défis. Là où tu es bon et là où tu as à progresser. Et donner du feedback, c'est quelque chose qui est un moteur. Ensuite, la gestion du temps. Alors peut-être que du côté néerlandophone, chez nous en Belgique, ils sont plus ponctuels, ils ont le côté un peu plus germanophone, mais chez les francophones, il y a un petit peu un côté, on arrive last minute. Moi, j'étais tout le temps en retard avant, j'avais vraiment un rapport au temps malsain, j'ai presque envie de dire, avec ce que je suis aujourd'hui. C'est tellement important d'arriver un peu à l'avance, d'être préparé, que quand on dit l'heure, si c'est 9h, c'est à 9h on commence, donc on est déjà là plus tôt, on n'arrive pas avec son manteau, son sac et on n'est pas encore installé. La gestion du temps, c'est vraiment un hygiène pour le groupe, pour soi et pour la réussite du projet. Ensuite, l'art des réunions. Donc, des prises de décision rapides en vue de l'action. Donc, c'est de prendre des décisions. On peut passer des heures et des heures dans cette culture, en tout cas francophone, à parler sur tous les possibles et rationaliser sur plein de choses et finalement on ne prend pas de décision. En fait, on est juste en train d'échanger des idées sur idées sur idées sur idées, mais il n'y a pas de décision. C'est la chose la plus qui sabote des projets. C'est ne pas prendre de décision. Oui, mais quoi ? Moi, j'ai une famille hyper intellect et on peut parler des heures et des heures sur quelque chose et il n'y a rien qui a changé et on peut, 20 ans après, on est toujours en train de parler sur les mêmes sujets, échanger des idées. J'appelle ça de la masturbation intellectuelle
il y a un truc qui, moi, m'horripile parce que il n'y a pas de décisions qui sont prises, il n'y a rien qui a bougé. Dans cette culture du management aux États-Unis, il y a la culture du résultat. Donc, il y a quand même une idée de la réussite et un esprit entrepreneurial. Et donc, il y a une volonté du résultat. Comme je disais, on n'est pas juste dans juste des échanges d'idées. Non, qu'est-ce qu'on veut comme résultat? Qu'est-ce qu'on veut vivre? Quand on a cette mentalité-là, on fait tout pour. Et donc, les choses se réalisent. Puis, il y a un style de management décontracté. Donc, il y a une absence de hiérarchie. Donc, oui, bien sûr, il y a une sorte de hiérarchie, mais les personnes qui ont un poste plus haut créent une cohésion d'équipe, en fait. On se tutoie, on est proche des autres managers, on essaye d'oublier justement ce côté hiérarchique, ce qui donne une sensation d'égalité et ce qui permet d'être plus volontaire. On n'est pas dans l'infériorité par rapport à l'autre, et donc ça nous encourage, on ose plus proposer, comme avec des amis, on ose plus être soi. Puis il y a aussi cette idée d'esprit positif, savoir-être, les saisies des opportunités, et les managers se positionnent comme des coachs. Donc ils encouragent, ils prennent pas des décisions, ils sont là comme pour créer un vortex avec leurs équipes pour aller vers justement ces décisions, ces objectifs qu'ils ont créés. Donc, quand on voit l'esprit qu'il y a aux États-Unis, c'est pas vraiment celui que moi j'ai connu en Belgique. Si vous le connaissez, tant mieux. Mais donc, c'est ça que j'ai été chercher pour passer du rêve à la réalité, et c'est comme ça qu'il n'y a pas de honte à avoir du succès ou d'avoir des grands rêves aux États-Unis. C'est plutôt bien vu, et c'est ça que j'ai dû vraiment me détacher en Belgique en me disant je vais assumer en fait que moi j'ai envie de grandes choses, j'ai envie de réaliser des choses qui me font vibrer en fait. Et quand je regarde qui je suis en tant que petite fille, moi, j'étais une gourmande de la vie. Je suis deuxième enfant dans une famille et je voulais tout comme mon grand frère. Mon grand-père m'appelait princesse Maoshi. Maoshi, moi aussi, moi aussi. Tout, il prenait quelque chose, Maoshi, je voulais tout. C'est dans mon tempérament, j'ai envie de tout goûter. Et c'est ça aussi qui m'a donné beaucoup de surprises, la curiosité, mais l'aventure, ça m'a donné une vie riche, ça m'a donné des grandes expériences, ça m'a donné pas mal de baffes aussi. J'ai vécu des choses aussi assez difficiles, mais ça m'a donné une force aujourd'hui qui fait que j'ai beaucoup moins peur d'avancer, de faire des choses dans l'inconnu, parce que j'ai cette gourmandise de la vie. Donc moi, j'ai commencé la danse quand j'avais 6 ans. J'ai jamais arrêté. J'avais le drive en moi de continuer. Et grâce à cette discipline, j'ai rencontré l'exigence, le travail. Mais rien ne pouvait me détacher de ce rêve qui était de devenir danseuse. Et j'ai pas eu des parents qui m'ont bloqué évidemment là-dedans. Parce que c'est ça en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on réalise pas nos rêves? C'est toutes ces croyances du monde extérieur, que ce soit les professeurs, les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, l'environnement, c'est pour ça que je vous parlais de l'environnement de la Belgique et que je le comparais aux États-Unis, qui nous bloquent dans cet élan. Moi, j'ai eu de la chance où on m'a jamais dit tu ne seras pas danseuse, va à l'université. Non, si c'est ça que tu veux faire, vas-y. Le but, c'était... Par contre, la mentalité, c'est fais ce que tu veux, mais sois bonne. Donc voilà, j'ai essayé d'être bonne dans ce que je faisais, mais ça m'a donné cette liberté d'être danseuse, et je suis devenue danseuse, mais j'ai quand même eu des obstacles. Je suis tombée amoureuse sur des personnes justement qui, eux, m'ont moins encouragée de faire ce genre de choses, et j'ai même vécu une relation de mes 18 à mes 21 ans qui m'a complètement sortie de ma mission qui était de devenir danseuse. Et ça m'a permis vraiment de comprendre. Je crois que c'est l'expérience la plus douloureuse de ma vie. En même temps, c'est mon plus grand moteur aujourd'hui. C'est que j'étais complètement soumise à cet homme. J'étais complètement dans la peur. J'étais complètement tétanisée. J'avais vraiment l'impression même que mon âme était à côté de mon corps. Et je n'ai rien foutu pendant 3 ans de ma vie, quasi, à part être la chose de cet homme-là. Et je me rappelle très bien que
je voyais plus ma famille, j'étais coupée de mes amis. Ce garçon portait mon téléphone sur lui, donc j'avais perdu toute ma liberté. Il avait vraiment pris au fur et à mesure emprise sur moi. J'ai arrêté mes études parce que j'étais dans une école supérieure de danse et j'étais en train complètement de me détacher de ma propre vie. Et une amie à ma mère avait envoyé par la poste un CD d'une chanson qui s'appelait « Qu'as-tu fait de tes rêves ?» Et cette chanson est juste venue me foutre une baffe dans la tronche, où j'étais tellement émue, triste, où c'était comme la grosse sirène d'alarme qui disait « Mais qu'est-ce que tu fous en fait ?» Et je pense que ça m'a fait vraiment comprendre que plus jamais je ne laisserai mes rêves sur le côté, parce que je souffrais mais tellement de l'intérieur. Et j'avais pas les outils évidemment à 18 ans, 21 ans que j'ai aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, des années plus tard, c'est pas étonnant que j'en fasse mon métier, parce que ça a été tellement fort de me rendre compte que, mais en fait, qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre, en fait? Je suis venue réaliser quelque chose. Alors pourquoi moi c'est la danse, ça c'est mon karma, peu importe, mais c'est tellement important pour moi que les gens réalisent leurs rêves, c'est tellement important pour moi que j'imagine que ça doit être important pour les autres, et c'est ok que ça prenne des formes différentes, mais ne pas aller dans ce que notre cœur aspire, c'est tellement souffrant. Puis ma vie a été oui, après je suis devenue évidemment danseuse, tout a été très vite une fois que j'avais lâché cette relation, boum boum boum, tout s'enchaînait. Et puis plus j'osais entreprendre des choses, plus des choses venaient à moi, jusqu'au jour où on est venu carrément me chercher pour que j'aille dans une compagnie en Israël, et j'ai tourné pendant 8 ans dans le monde entier. Et c'est fou parce que c'était mon rêve d'être dans une grande compagnie internationale, de vivre vraiment la vie d'artiste, d'hôtel en hôtel, de théâtre en théâtre, de découvrir le monde. On a été mais partout, en Amérique du Sud, aux États-Unis, partout en Europe. J'ai vécu les plus belles années de ma vie, et en plus de ça, j'ai rencontré mon partenaire actuel. Donc c'était vraiment aller vers ses rêves nous amène vers d'autres surprises. Et qu'est-ce qui fait qu'on réalise ses rêves? C'est justement... ça va avec la souffrance, quelque part. Parce que si on n'a pas vécu une certaine souffrance ou une abnégation de quelque chose, il n'y a pas le drive en nous. Moi, pendant 3 ans, j'étais assise dans un petit appart au-dessus des parents de mon partenaire, à fumer des clopes, à regarder la télé et à rien foutre de ma vie. Je peux vous dire que dans les années où entre 18 et 21 ans sont quand même les années où on est censé je sais pas, voyager, parcourir le monde, étudier, rencontrer des amis, sortir. Moi, je me suis mise dans une prison. Je peux vous dire que c'est un moteur aujourd'hui dans ma vie qui fait que plus rien ne m'arrêtera, quoi. Je veux dire, il n'y a plus personne qui pourra prendre autant d'emprise. Donc, merci en fait de cette période de vie qui n'était pas chouette à vivre, mais pour me donner cette niaque de vie et de vivre et de réaliser ce que j'ai envie. Donc, il faut un éveil qui vient souvent d'une souffrance, comprendre qu'est-ce qui fait que je suis là-dedans, et puis reprendre sa responsabilité. Il y a tout un processus comme ça. Je me réveille, je vois que je souffre, quelles sont les conséquences de ça, d'où ça vient, prendre soin de ça, et quand on prend soin de ça, on devient responsable. C'est nous qui nous remettons dans notre vie, et puis là, on peut créer la métamorphose. Et quand on a touché ça, on ne sait plus revenir en arrière. Tant qu'on ne va pas toucher à sa vraie blessure, on recrée et recrée et recrée des choses qui nous bloquent et qui nous empêchent finalement d'aller vers nos rêves. Et nos rêves, c'est pas juste
Ah, super, le rêve, c'est ce qui nous pousse à croître. L'humain est un être de devenir. L'humain est censé être en évolution à chaque jour. L'humain est fait pour ça. On s'ennuie, on n'a pas envie à 35 ans d'être comme on a à 18 ans, on n'a pas envie d'être à 50 ans comme on était à 35 ans. Et ceux qui sont nostalgiques du passé, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été transformé, métamorphosé, qui ne sont pas dans le flot de la vie. Quand on est vraiment à sa juste place, on évolue naturellement. Notre curiosité, nos goûts, notre cœur, nos relations, nos voyages font que nous sommes cet être et nous évoluons et c'est notre destinée d'évoluer. Donc, notre rêve est complètement lié à notre destin et est notre moteur de transformation. Et pourquoi on veut transformer? Parce qu'on n'a pas envie de souffrir toute notre vie. C'est ça qu'on est venu faire sur Terre, se métamorphoser de notre karma. C'est comme si on voulait venir réparer des choses de nos anciennes vies et on est obligé de le faire. L'éveil se crée par la souffrance. C'est pas... Et évidemment, plus on s'élève spirituellement, moins on souffre, mais c'est important de comprendre que c'est un service. Tous les challenges de notre vie, c'est un service. Tu peux pas en fait réaliser tes grands rêves sans te métamorphoser, parce que chaque fois, ça te demande une nouvelle version de toi. Et c'est ce que l'homme veut profondément. Devenir, croître, grandir, s'expandre. En fait, ça fait partie de la nature de l'homme et être dans le déni de ça, c'est comme ne pas reconnaître qui nous sommes. Ouais, je crois que c'était de ça que je voulais vous parler. Donc, écoutez vos rêves. Quand vous ne rêvez plus, c'est que la flamme en vous est pour le moment éteinte. C'est des choses qui arrivent, ça m'est déjà arrivé aussi. Mais il y a moyen de faire revenir, de rallumer la flamme. Et je peux vous dire que la vie est tellement plus facile, tellement plus jouissive quand on a une flamme en nous allumée, parce que c'est un moteur. Et si vous ne savez pas par où regarder, observez les personnes pour allumer ta flamme intérieure, pour te réactiver dans ton rêve, pour avoir une vie jouissive, une vie où tu as de l'énergie, une vie où tu as de la vitalité, une vie où tu vibres avec des personnes qui sont dans le même état d'esprit, les mêmes valeurs que toi. Tu as besoin de changer d'environnement. Tu as besoin de rencontrer des personnes justement qui sont différentes de celles que tu fréquentes en ce moment. Tu as besoin peut-être de te faire accompagner. Tu as peut-être besoin de lire un livre, de voir un film qui te réveille, d'aller te promener en nature, de prendre le premier avion, d'aller ailleurs, mais de sortir de ce cerveau qui tourne en permanence et de reconnecter à ton cœur. Je vous souhaite de réaliser vos rêves, je vous souhaite de vous métamorphoser à chaque jour de votre vie pour être de plus en plus cette personne que vous aspirez être et d'incarner les personnes que vous auriez aimé avoir autour de vous, enfants. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à liker cet épisode, à mettre un petit commentaire si ça vous a plu, à le partager. Ça soutiendra mon projet de ce podcast et que votre vie s'accorde avec votre cœur. Ciao.